Bonsoir à toutes et tous. Donc, merci d'être là pour cette présentation de la revue Nectar. Et plus précisément, la discussion devrait porter sur un des articles de la revue Nectar qu'a écrit Nikos Myrnaios, qui est enseignant-chercheur en sciences sociales à l'université Toulouse 3. Nikos Myrnaios a écrit aussi Les GAFAM contre l'Internet, paru aux éditions INA, que vous trouvez ici donc, à la librairie. Donc ce soir, la rencontre est filmée par la télé associative TV Bruit. Donc on remercie pour cette présence dans le cadre d'un partenariat de long terme. Donc on filme à peu près une rencontre par mois. Et vous pouvez la retrouver sur le site de TV Bruit, toutes les rencontres qu'on a filmées par le passé, ainsi que les rencontres à venir, et sur le site de la librairie aussi. Donc celle-ci, si elle vous a plu, vous pourrez faire circuler dans vos réseaux. Voilà, donc on accueille aussi Yasmine, Ryan, Anis et Hamza donc du LIGE, qui est le lieu initiative jeunesse du quartier Soupetard à Toulouse, et qui sont là dans le cadre d'un partenariat avec TV Bruit, qui est une télé associative qui travaille sur la télé participative. Voilà. Donc on les remercie d'être là et d'avoir préparé quelques questions qui poseront à Nikos. Et donc merci Eric Fourreau, qui est directeur des éditions La Tribu, qu'il a fondé il y a 19 ans maintenant à Toulouse, qui travaille essentiellement sur les politiques culturelles, mais il va nous en parler un petit peu. Et voilà, on est ravis de l'accueillir et d'accueillir cette revue depuis qu'elle existe à Terra Nova. Merci de votre présence et très bonne soirée. Merci à toi Fabrice pour cet accueil dans cette très belle librairie toulousaine. On est toujours heureux de venir avec des choix éditoriaux prononcés. Et c'est pour ça aussi qu'on est là. Donc oui, quelques mots peut-être sur qui nous sommes, les éditions de La Tribu, effectivement 19 ans d'existence, on va bientôt fêter nos 20 ans. Plutôt axé sur les politiques culturelles, on a une 50aine de livres à notre catalogue, mais depuis 2015, on s'est spécialisé sur les revues, ce que certains appellent les MOOC, des revues semestrielles. Donc la première qu'on a créée, c'est donc Nectar, qui traite à la fois des politiques culturelles, mais aussi évidemment des conséquences du numérique sur nos usages, sur nos pratiques et sur les politiques publiques. C'est aussi pour ça qu'on a des articles comme celui de Nikos dans la revue, donc revue semestrielle. Et puis on a donc Nectar. En 2019, on a créé Dardar, qui est une revue sur les transitions écologiques, sociales et sociétales. Là aussi, des formats longs d'analyse, de récits. Et en 2022, un autre sujet, le sport, la culture du sport, l'histoire du sport, à travers la revue Panard. Voilà, donc 3 thématiques abordées dans nos revues, qui sont évidemment en vente en librairie et pas sur Amazon. Nikos, merci beaucoup. Donc, moi aussi, je remercie TV Bruit. Je remercie nos quatre poseurs de questions qui sont avec nous ce soir. Et merci beaucoup, Nikos, de nous avoir livré cette très belle analyse sur l'idéologie de la Silicon Valley. Dont tu vas nous parler ce soir. Juste un petit mot, donc on est beaucoup à poser des questions, mais l'idée c'est que vous aussi vous puissiez poser des questions après ces premiers échanges. Peut-être un point d'actualité pour commencer, puisque l'actualité de la Silicon Valley, c'est quand même une banque, la Silicon Valley Bank, qui fait faillite. Moi personnellement, je n'avais pas vu venir, mais je ne suis pas spécialiste. D'une part, pourquoi cette banque, tout d'un coup, alors que visiblement il y avait des garanties autour d'elle, fait faillite, et puis quelles conséquences ça peut avoir sur l'écosystème de la Silicon Valley? Oui, merci beaucoup pour l'accueil et pour l'invitation, Eric et Terra Nova. Alors, juste pour faire un petit lien avec l'actualité quand même, parce que je viens de faire la manifestation, donc on s'est fait gazer, tout ça. Vous savez ce qui s'est passé à Toulouse aujourd'hui et partout en France. Et il se trouve qu'un des arguments de notre président Emmanuel Macron, c'était qu'il fallait faire cette réforme
pour des raisons financières, pour servir la dette de la France. Et la dette des États, en grande partie aujourd'hui, elle est due au sauvetage des banques. Et ce qui nous permet de faire les liens avec le cas de la Silicon Valley Bank qui vient d'être sauvée par l'administration américaine. Et je pense que c'est un bon exemple pour illustrer la raison pour laquelle je choisis pour le titre de cet article le terme cynique. Parce qu'effectivement, on parle des gens qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, qui sont caractérisés par un certain nombre de traits idéologiques qu'on développera par la suite et qui sont avant tout, à mon sens, cyniques. Donc l'anecdote, parce que la petite histoire, c'est quoi? C'est cette banque, donc Silicon Valley Bank, qui finance les startups de la Silicon Valley depuis pas mal d'années, qui sert les gros patrons de la Silicon Valley avec des prêts avec des taux très très bas. Donc c'est de l'argent gratuit en fait pour ces gens-là depuis pas mal d'années en bénéficiant des taux d'intérêt très bas de la Banque centrale américaine. Sauf qu'on est rentré maintenant, comme vous savez, dans une période d'inflation. Donc la Banque américaine a augmenté les taux d'intérêt. Et la Silicon Valley Bank s'est trouvée un petit peu à poil puisqu'elle ne pouvait plus servir les prêts qu'elle avait consentis. Et ce qui s'est passé, c'est assez caractéristique, je pense, de la mentalité de ces gens-là. C'est-à-dire que Peter Thiel, qui est une des grosses figures dont je parle dans l'article, donc qui est fondateur de PayPal et un des gros financiers de la Silicon Valley, qui est d'ailleurs derrière le ChatGPT que vous connaissez, l'outil d'intelligence artificielle. Tout de suite, quand il a compris qu'il allait avoir une crise de cette banque, ce qu'il a fait, c'est retirer tout son argent de cette banque. Et donc, il a dit aussi à ses copains de retirer tout leur argent de cette banque, ce qui crée ce qu'on appelle un bank run. C'est-à-dire que quand tout le monde essaye de retirer son argent d'une banque qui est en difficulté, elle se retrouve insolvable. Donc, en fait, c'est ces gens-là, alors qu'ils ont bénéficié pendant des années des faveurs de cette banque, ils ont tout de suite voulu se servir en premier, retirer leur argent et ils ont rendu la banque insolvable. Et la suite, elle est aussi très intéressante, puisque tous ces gens-là, comme cette banque était insolvable, où il y a une réglementation aux États-Unis qui fait que l'administration du pays, enfin le gouvernement, garantit les dépôts des personnes qui utilisent la banque à hauteur de 250 000 dollars. Évidemment, beaucoup d'entre eux, ils en ont beaucoup plus là-dedans. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés tous sur Twitter pour répandre des rumeurs, des pressions envers l'administration américaine, le gouvernement américain, pour qu'ils garantissent la totalité des dépôts, y compris au-delà de 250 000 dollars. Et évidemment, le gouvernement a cédé. Donc en fait, voilà, c'est des gens qui, tout simplement, ils se servent, ils bouffent surtout leur atelier, on va dire, ils se servent là où ils peuvent, sans aucune considération, évidemment, pour les dégâts autour. Et Silicon Valley Bank, c'est une banque donc qui doit sa croissance à justement une période faste qui était la période, on va dire, qui s'étale entre début des années 2000 et la période actuelle, 2021, qui a vu les entreprises de la Silicon Valley et en général, d'abord les GAFAM, mais aussi toutes les entreprises. Donc les GAFAM, c'est un acronyme qui désigne les 5 plus grosses sociétés du monde aujourd'hui, qui sont Apple, Microsoft, Google, Amazon et Facebook. Donc ce sont des entreprises qui, pendant 20 ans, ont bénéficié d'un vide des régulations, d'une absence en fait, d'intervention de l'État pour réguler leurs activités. Ils ont bénéficié aussi d'une économie à taux d'intérêt très bas, qui ont été proposés pour relancer l'économie après la crise de 2008. Et donc, avec des logiques fortes de spéculation. Et donc, tous ces gens-là, ils se sont enrichis massivement pendant toutes ces années. Alors, pour revenir un petit peu dans l'actualité, et puis après, peut-être, on va rentrer dans le vif du sujet, disons, politique et idéologique. D'un point de vue économique, ces entreprises ont atteint leur apogée en novembre 2021, puisqu'elles ont aussi bénéficié de la pandémie et du Covid. Vous savez que pendant qu'on était enfermés chez nous, on utilisait beaucoup les services numériques. Donc, toutes ces entreprises-là, leur activité a explosé, leur chiffre d'affaires a explosé.
Et du coup, elles ont commencé à faire des investissements un peu hasardeux. Un exemple assez caractéristique, c'est les métaverses dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, le choix de Mark Zuckerberg de Facebook d'investir massivement sur un monde virtuel, un univers virtuel que finalement personne n'a utilisé. Donc, il y a beaucoup d'argent qui a été un peu jeté par la fenêtre. Et ils ont arrivé à leur apogée de leur valeur capitalistique et de leur profit en novembre 2021. Mais suite à la rentrée de l'économie mondiale, à une récession, à l'inflation et donc l'abaissement des taux d'intérêt, entre autres, et puis évidemment aussi le ralentissement de l'économie mondiale et la crise qu'on vit tous aujourd'hui, ces entreprises-là ont vécu un tournant économique, c'est-à-dire qu'il a fallu finalement revenir un petit peu à une réalité économique. Et la première chose qu'ils ont fait, c'était de virer beaucoup de salariés. Donc il y a eu près de 200 000 licenciements dans la Silicon Valley depuis un an maintenant. Donc évidemment, la variable d'ajustement, ce n'est pas du tout le profit des actionnaires, ce n'est pas du tout la fortune des fondateurs qui atteint des sommets, puisque on sait maintenant que on mesure en centaines de milliards la fortune des gens comme Jeff Bezos ou Elon Musk ou Peter Thiel dont je parlais tout à l'heure. La première chose qu'ils font, c'est de virer des gens ou de sous-traiter massivement leur activité auprès des gens mal payés, précaires ou dans les pays du Sud. Donc voilà, ça illustre un petit peu les caractères cyniques de cette élite technologique qu'on pourrait approfondir après. Merci pour ce tableau, ce premier tableau dressé. Peut-être justement pour en finir sur le diagnostic ou le constat, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que l'ensemble de ces multinationales, ces GAFAM, ont étendu leur pouvoir dans l'ensemble des domaines d'activité. Oui, les entreprises du numérique, si vous voulez, ont commencé à développer des services au début des années 2000. Donc Google, il date de 98, Facebook de 2004, Amazon d'un peu avant. Ils ont commencé par développer des activités spécifiques. Donc pour les plus anciens, peut-être qu'ils se rappellent que la première activité d'Amazon, c'était de vendre des livres. Alors je vous rassure, puisqu'on est dans une librairie, c'était pas parce que Jeff Bezos était fan des livres, c'était qu'il avait fait une étude, c'était un ancien de Wall Street, Jeff Bezos, et il avait fait une étude de marketing, il avait compris que les livres, c'était un objet qui pourrait très bien se transporter et se vendre à distance, donc c'est pour ça que son choix s'était porté là-dessus. Mais à partir de leurs activités spécifiques, donc Google, c'était au début un moteur de recherche, donc Amazon, c'était la vente des livres, Facebook, c'était un réseau social, et ainsi de suite. Ils ont commencé petit à petit à opérer ce qu'on appelle des stratégies de diversification, soit en développant des services complémentaires, soit en prenant le contrôle de toute l'infrastructure de l'Internet. Et donc aujourd'hui, ces entreprises sont non seulement, évidemment, quand on pense Google, on pense au moteur de recherche, mais Google, il est présent aujourd'hui, c'est le propriétaire de YouTube, donc c'est le premier service de distribution de vidéos dans le monde. Il est propriétaire de tout un tas de services professionnels. Je pense que beaucoup d'entre vous utilisent Gmail, par exemple, ce qui est une très mauvaise chose. Désolé de vous le dire, puisque évidemment, ces acteurs, leur modèle économique, alors ils sont divers, mais ils se fondent quand même sur un principe général qui est celui de la plateforme, c'est-à-dire en fait, ce sont des acteurs qui essayent de récupérer de la donnée n'importe où ils peuvent. Donc, par exemple, avec Gmail, ils vont analyser les contenus de nos mails pour proposer des offres publicitaires. Et ils se posent en intermédiaire entre une demande qui vient du public et une offre des services ou des biens qui peuvent venir de tout un tas d'acteurs. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de YouTube, qui est très populaire, notamment auprès des jeunes, YouTube, c'est quoi? C'est l'intermédiaire. D'un côté, vous avez des gens qui produisent les contenus. C'est pas YouTube qui produit les contenus. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui veulent regarder des vidéos. Et donc, l'infrastructure qui se trouve au milieu récupère, on va dire, une grande partie de ces profits. Donc, avec cette stratégie-là, ils ont commencé à investir tout un tas de secteurs. Par exemple, Amazon, aujourd'hui, c'est les premiers... disons que la plus grosse part des produits vendus par Amazon sont produits par des tiers. Ce n'est pas Amazon qui vous envoie l'objet que vous avez acheté. Amazon fait juste l'intermédiaire. Disons, c'est une place de marché où vous allez acheter un produit auprès d'un tiers
et Amazon va récupérer une commission au passage. C'est la même chose pour tous les services Uber, Deliveroo, que vous connaissez bien, hein, qui produisent pas grand-chose à part cette fonctionnalité d'intermédiation, c'est-à-dire cette mise en contact entre une offre et une demande. Mais au-delà de ce type de service qu'on connaît tous, il y a une partie de ces géants-là qui est un peu cachée et qui est en fait la propriétaire de l'infrastructure de l'Internet. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, l'Internet tourne sur la base de ce qu'on appelle des data centers, donc ces énormes infrastructures, ces usines du 21e siècle qui sont pleines de serveurs et donc qui stockent toutes les données qu'on utilise. Eh bien, les principaux acteurs de ce marché, ceux qui détiennent deux tiers de ce marché, c'est Google, Amazon et Microsoft avec Azure. Et par exemple, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Amazon, la partie de son activité la plus rentable, en fait, c'est cette partie de data center et pas la vente des produits. Donc, en fait, en réalité, à chaque fois qu'on se connecte sur Internet, et même si on n'est pas sur Internet, à partir du moment où on a installé une application quelconque sur nos téléphones, par exemple équipés d'Android ou équipés de Mac iOS, eh bien, on fournit de la donnée à ces acteurs qui en font un usage commercial et qui en tirent un bénéfice. Donc, c'est des acteurs effectivement qui sont omniprésents, y compris dans des secteurs dont on ne soupçonne pas. Alors moi, je suis universitaire, donc je travaille à la fac. On sait aujourd'hui, par exemple, que ma fac, l'IUT dans laquelle je travaille, a décidé de passer toute notre messagerie chez Outlook Microsoft. Donc tous les messages de nos travail, professionnel, notre activité professionnelle, passent par les serveurs de Microsoft. Pareil 3 est passé chez Google, etc. Donc c'est vrai que ces acteurs-là sont un petit peu omniprésents, on va dire, pour tout ce qui concerne nos activités de nature communicationnelle ou culturelle, au moins. Juste peut-être par rapport à cette question qui nous intéresse tous, quand tu dis que tous vos mails passent, là en l'occurrence par Microsoft, ils en font quoi? Quoi, je veux dire, en fait, la question, elle est toujours là. Effectivement, on sait qu'ils veulent récupérer de la donnée. On voit bien, par exemple, lorsque c'est pour vendre de la pub par rapport à tes usages et tes pratiques et à tes pratiques favorites. Mais là, sur une université, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ces données-là? Ils font un usage publicitaire, donc effectivement, ils bâtissent des profils pour chacun d'entre nous. Je pense que tout le monde ici a un profil quelque part enregistré avec son nom, son prénom, un certain nombre de données qui ont été collectées, alors qui n'est pas forcément exact, hein, parce que ce qui est aussi un peu intéressant à voir, c'est que aussi ces acteurs-là fondent leur pouvoir beaucoup sur le mythe d'efficacité. Donc on a l'impression qu'ils sont hyper efficaces, qu'ils savent tout sur nous, mais en réalité, des fois, on se rend compte que ce qu'ils fabriquent finalement avec toutes ces données, c'est assez bancal. Mais en tout cas, c'est leur attention et ils convainquent les annonceurs publicitaires qu'ils savent tout et donc ils récupèrent l'argent des annonceurs publicitaires. Mais ils peuvent utiliser aussi nos données pour entraîner des intelligences artificielles, puisque, par exemple, un outil comme ChatGPT, c'est un outil qui, en gros, va essayer de combiner, créer des phrases sur la base des statistiques, c'est-à-dire sans comprendre le sens de mots, mais en ayant des énormes données de texte, il va se dire, bon voilà, après ce mot-là, après cette phrase-là, en réponse de ça, il faudrait pondre telle ou telle phrase. Et donc, tout ce qui peut être production intellectuelle humaine peut servir à entraîner ces intelligences artificielles. Donc, c'est deux usages basiques, hein, on va dire entraîner des algorithmes et ensuite faire du ciblage publicitaire. Désolé. Du coup, moi, j'ai une question pour vous. Donc, quels sont les enjeux politiques de l'arrivée de l'intelligence artificielle? C'est une très grosse question. Je suis tenté de dire je ne sais pas. Moi, ce qui me frappe beaucoup avec l'arrivée de ces technologies, c'est que d'habitude, moi, je travaille dans la communication. Enfin, mon domaine, c'est les médias, les industries culturelles. Et ce que je raconte dans mes étudiants, c'est que les industries culturelles, par exemple l'industrie du cinéma, l'industrie du livre, comme on est ici,
ce sont des secteurs qui sont hyper industrialisés, qui peuvent être financiarisés, qui peuvent être achetés par Bolloré, etc., pour dégager un profit. Et donc, ils peuvent être hyper commercialisés, on va dire, mais il y a une partie qui ne peut pas être industrialisée, c'est la création, parce qu'on a toujours besoin d'un auteur, d'un réalisateur qui va fabriquer, disons, le prototype qui ensuite va être repris par l'industrie pour être transformé en produit. Bah, le choc qu'on a aujourd'hui, c'est que ces technologies-là, peut-être, sont en train de, en quelque sorte, tenter en tout cas de remplacer, y compris la création intellectuelle humaine. Donc on peut rentrer dans un processus où, y compris notre dernier, disons, la dernière frontière, qui est la créativité humaine, peut s'industrialiser à travers ces technologies. Donc je pense que ça, c'est un enjeu politique majeur. Le deuxième enjeu politique, c'est la concentration de ces technologies. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure concernait les entreprises grand public, donc les GAFAM. Et là, on observe, donc mon bouquin porte là-dessus, une concentration énorme des ressources technologiques entre les mains d'un tout petit nombre d'entreprises. Donc, bon, on connaît, vous avez tous entendu la phrase les 9 milliardaires qui contrôlent les médias en France. Là, il s'agit des 5 milliardaires qui contrôlent les mondes numériques à l'échelle de la Terre entière. Donc, c'est une concentration encore plus forte. Or, l'intelligence artificielle est une technologie qui nécessite des énormes ressources pour pouvoir la développer. Et donc, quand on dit énormes ressources, si ce n'est pas des ressources publiques, ben, ça va être des ressources privées à un niveau de concentration très élevé. Donc, il est probable, les scénarios des spécialistes parlent d'un oligopole de 2-3 entreprises qui, à terme, vont pouvoir contrôler ces technologies, qui vont s'immiscer dans toutes les activités humaines. Donc, ça donne effectivement un pouvoir politique assez gigantesque. Et puis, le troisième enjeu, je pense, politique de ces technologies d'intelligence artificielle, c'est que derrière ces technologies, on a toujours du travail humain. C'est ça qu'on a du mal à comprendre quand on ne connaît pas le sujet. C'est-à-dire que, par exemple, pour entraîner ChatGPT, bah, il faut des gens qui vont lui expliquer. Vous savez, vous allez tous compléter un truc qui dit « je ne suis pas un robot » en disant « ça c'est une voiture, ça c'est un feu ». En fait, quand vous faites ça, vous entraînez une intelligence artificielle, vous lui expliquez des choses qu'elle va apprendre et qu'elle va pouvoir reproduire par la suite. Et donc derrière ces technologies-là, il y a du travail humain. Alors il y a du travail humain gratuit, c'est ce qu'on fait nous quand on est sur Internet ou quand on clique à gauche et à droite, mais il y a aussi des gens qui sont exploités, donc des gens qui sont souvent, par exemple pour ChatGPT, on sait qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient au Kenya, donc payaient une misère pour toute la journée justement annoter de l'information et entraîner l'intelligence artificielle. Donc on a aussi des formes d'exploitation aujourd'hui qui sont invisibilisées, qui sont cachées, mais qui sous-tendent ce type de technologies. Voilà 3 points qui me semblent importants. Merci, je pense que c'est un sujet qu'on pourra à nouveau aborder. Je t'ai servi un verre d'eau parce que tu parles beaucoup et je pense que tu vas peut-être avoir soif à un moment donné. Peut-être sur le cœur de l'article qui est quand même l'idéologie de la Silicon Valley, peut-être nous retracer un peu l'historique parce qu'on se souvient, pour les plus anciens d'entre nous, que Internet, dans les années 90, c'était porteur quand même d'espoir, avec une dimension libertaire très affirmée. Est-ce que tu peux nous retracer d'où vient cette idéologie-là, s'il te plaît ? Oui, disons que l'idéologie qui sous-tend la Silicon Valley est issue de la contre-culture californienne des années 70. En gros, pour le dire vite, de la culture hippie. Donc ce sont des gens, la plupart des protagonistes de cette industrie aujourd'hui, c'est des gens qui ont grandi dans cette culture-là. Donc il y a eu un moment à la fin des années 60, début des années 70, où toute une partie de ce mouvement a investi les technologies numériques, les ordinateurs, à cause d'une déception. Les projets hippies pour la société n'ont pas fonctionné. Et ils se sont dit, en fait, on peut créer une société quelque part sans loi ni contrainte sur les outils numériques. Ça a coïncidé aussi avec ce que les sociologues appellent... alors il y a des travaux sur la critique du capitalisme dans les années 70
notamment Boltanski et Capello, qui parlent de deux types de critiques du capitalisme qui émergent dans les années 70. C'est la critique sociale, donc la justice sociale, ce qu'on connaît très bien et sur lequel on poursuit aujourd'hui, mais aussi il y avait une critique qu'ils ont qualifiée de critique artiste, c'était la critique envers un capitalisme industriel très pyramidal, très hiérarchique, très vertical, avec cette idée qu'il fallait que les gens puissent être plus autonomes, qu'ils travaillent plus en autonomie, qu'ils ne soient pas soumis à un petit chef, et ainsi de suite. Cette critique-là, évidemment, a été récupérée par le capitalisme pour créer ce qu'on appelle le néolibéralisme, avec la notion du travail sur projet, etc., où on dit aux gens, finalement, vous êtes libres de faire comme vous voulez. Par contre, à tel deadline, il faut rendre tel projet, vous pouvez faire comme vous voulez, mais au final, il faut avoir ce résultat-là. Donc, ils ont investi le néolibéralisme. Enfin, le néolibéralisme, finalement, il a recyclé ces idées-là, cette critique-là, pour renouveler le capitalisme. C'est quelque chose qu'on retrouve de manière récurrente dans l'histoire du capitalisme. Donc, les origines de la Silicon Valley, les origines de l'idéologie qui sous-tend la Silicon Valley, ce sont plutôt des idées qu'on qualifierait aux États-Unis de liberal. Hein. Donc c'est du libéralisme. Alors les libéralismes, bon, c'est un, c'est un grand débat, mais en tout cas, aujourd'hui, quand on regarde par exemple les enquêtes d'opinion qui se font auprès des chefs d'entreprise de ce milieu-là, ce sont des gens qui sont très libéraux sur des questions sociétales. Donc ce sont des gens qui sont pour le mariage homosexuel, qui sont pour l'a'immigration, qui sont contre la peine de mort et qui, jusqu'à Trump, soutenaient fortement le Parti démocrate, disons l'aile droite du Parti démocrate. Donc ce sont des gens qu'on qualifierait en France de centre-gauche, on va dire, des progressistes, un petit peu équivalent un peu du Parti socialiste, des choses comme ça. Et c'est pas un hasard si, par exemple, la Californie, c'est un État qui est considéré comme étant à gauche. Hein. Le gouverneur de la Californie est un démocrate, donc c'est quand même un endroit où il y a cette conception-là. Mais en même temps, c'est là où ça devient intéressant pour nous, vu d'Europe aussi, c'est que ce libéralisme-là, il s'applique aussi à la partie économique. C'est-à-dire que ces gens-là, alors qu'ils sont très libéraux sur des questions sociétales, ils sont aussi très libéraux sur les questions économiques. C'est-à-dire qu'ils refusent l'intervention de l'État, qui considère que, par exemple, réguler le marché du travail, c'est mauvais, qu'il ne faut pas se mêler des entreprises, etc. Donc, à l'origine, c'est un mélange de libéralisme économique et de libéralisme sociétal, qui est à la base de cette industrie. Alors, les choses ont pas mal changé quand même depuis quelques années, je dirais depuis le milieu des années 2010, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, puisqu'on a observé à la fois, évidemment, cette domination très importante de la Silicon Valley, cette concentration des richesses gigantesques auprès des mains des gens comme Jeff Bezos, etc. Alors, Jeff Bezos, je précise, par exemple, qui est le fondateur de Amazon, il a racheté, par exemple, un journal qui s'appelle le Washington Post, qui est un journal de centre-gauche qui s'est beaucoup opposé à Donald Trump, par exemple. Mais, en même temps, on a commencé à voir, à partir du milieu des années 2000, des gens de la Silicon Valley qui, de certaine façon, se sont radicalisés en se rapprochant d'une vision qu'on peut qualifier de libertarienne, c'est-à-dire d'une vision qui considère que l'État, en fait, ne doit pas exister et que le marché doit tout réguler, voire se rapprocher de l'alt-right américaine. Donc c'est le cas de Peter Thiel, dont je parlais tout à l'heure, et évidemment d'Elon Musk, dont vous avez peut-être entendu un petit peu parler de ses frasques au sein de Twitter, puisque c'est lui qui a réinstallé Trump sur Twitter, c'est lui qui a permis à plein de gens de l'extrême droite de revenir sur Twitter, et ainsi de suite. Donc on a une forme de radicalisation, et ceci est lié aussi, je pense, au contexte, hein, c'est-à-dire qu'on a un contexte qui est quand même socialement très tendu, et les gens qui sont très riches, ils commencent à se dire, bon, c'est sympa la social-démocratie, mais si ça tourne vinaigre, peut-être qu'il nous faut un homme fort, ou il nous faut une forme de survivalisme pour milliardaires, c'est l'expression que j'utilise dans l'article, puisque ces gens-là vont acheter des maisons dans des endroits isolés, vont prendre des mesures, si vous voulez, au cas où ça tourne mal pour eux. Et du coup, ils ont commencé à s'allier avec cette extrême droite. Et donc là, on a une sorte de mutation d'une partie de la Silicon Valley vers des idées assez nauséabondes, malheureusement.
avec aussi ça pousse jusqu'à la question du transhumanisme, c'est-à-dire que ils développent une économie et des recherches, j'allais presque dire vers la vie éternelle. Ils sont aussi sur cette idéologie-là, c'est-à-dire que pour eux, l'objectif, c'est de dépasser l'humain, quoi. Oui, alors du coup, récemment, ils ont commencé à développer un corps, enfin pas développer, à épouser, on va dire, un corpus idéologique qui préexistait, hein, c'est pas eux qui ont développé, mais qui les arrangeait bien. Alors ce corpus idéologique, par exemple, inclut le transhumanisme, inclut d'autres influences idéologiques. En gros, le fond de leur pensée, c'est de dire que prendre soin de la justice sociale aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, bah, c'est une vision à courte vue. Pourquoi? Parce que la vie des gens qui vont arriver dans quelques centaines de milliers d'années, bah, ça vaut la vie des gens d'aujourd'hui. Donc il vaut mieux investir, en tout cas faire des actions qui vont avoir un impact à très long terme sur l'avenir de l'humanité, plutôt que de prendre soin de problèmes sociaux aujourd'hui. Parce que prendre soin de problèmes sociaux aujourd'hui, c'est une sorte de courte vue, hein, finalement, qui ne va pas nous sortir du problème. Donc, ils ont effectivement commencé à investir dans l'exploration de l'espace, dans le transhumanisme qui est les mélanges, disons, de l'humain et de la machine. Et ils ont commencé évidemment, ces idées-là, finalement, arrangent leurs affaires. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire investir de l'argent plutôt que de dire, bon, bah, on va peut-être, bah, je sais pas moi, payer les gens mieux ou faire moins des maltraitances de nos salariés dans le milieu du travail, etc. Il s'agit de dire, non, on va investir dans des technologies et dans des projets qui vont aboutir dans quelques centaines d'années. Donc, on va sauver les générations d'avenir, mais du coup, bah, il faut investir dans des technologies parce qu'il n'y a que les technologies qui vont nous sauver. Et évidemment, les technologies, c'est eux qui les fabriquent. Donc, c'est une façon, si vous voulez, pour légitimer leur propre action et la rendre acceptable. En tout cas, peut-être pour eux-mêmes, parce que c'est peut-être pas facile de vivre avec les Raymond qu'ils doivent avoir. Je sais pas. Après, on rentre dans des questions de psychologie que je maîtrise pas forcément. Je laisse la parole à Anis. Merci. Alors, ma question, vous y avez déjà répondu un peu tout à l'heure, mais elle va s'intéresser à savoir si on retrouve ce cynisme politique, cette idéologie libérale dans le champ politique français. Ah bah oui, mais je pense qu'elle nous gouverne actuellement, hein, puisque Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a, dès le départ, mis en avant l'idée de la Startup Nation, qui a adopté tout de suite le discours. En fait, il est issu du même moule, si vous voulez, que ces gens-là. Ils pensent à la réussite individuelle, ils pensent d'une certaine façon, alors ça peut se discuter, mais en tout cas, ce qu'il met en avant, c'est la question du mérite. Et surtout, il a très tôt eu beaucoup de contacts avec eux. C'est quelqu'un qui a reçu, qui a donné comment s'appelle cette décoration? Voilà, la Légion d'honneur à Jeff Bezos. Il a reçu tous ces PDG-là à l'Élysée, donc il est très à l'aise dans ce milieu-là. Il a beaucoup œuvré en faveur des acteurs du numérique en France, mais évidemment, quand je dis des acteurs, ça veut dire des entrepreneurs, en se disant que ce qui va sauver la France, ce qui va sauver l'Europe, c'est une forme de start-upisation, c'est-à-dire une sorte d'innovation. Alors le problème dans ces raisonnements, c'est qu'évidemment, il s'agit de toujours favoriser les mêmes, hein, ceux qui détiennent le capital, par opposition à ceux qui ont que leur travail comme moyen de subsistance. Et aussi, évidemment, tous ces gens-là, moi je dirais qu'ils sont un peu, enfin, je ne vais pas parler de Macron spécifiquement, mais ils sont un peu incultes, puisque s'ils avaient étudié un petit peu, par exemple, l'histoire des technologies numériques, l'histoire de l'innovation, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, ils auraient su que en fait, l'Internet, en soi, c'est les résultats d'investissements publics. Ceux qui ont fabriqué l'Internet, en fait, c'était des fonctionnaires. C'était des fonctionnaires de l'administration américaine, c'était des chercheurs, c'était des universitaires qui étaient payés par de l'argent public et dont les innovations étaient étaient offertes à la société comme des biens publics. C'est né à partir de 1995, quand l'Internet a été commercialisé pour des raisons
autres qu'on peut évoquer ici si vous voulez après, que ce mouvement de start-up s'est mis en place. Donc en fait, toutes les technologies de base, tous les protocoles de base de l'Internet sur lesquels est fondée cette économie-là, c'est les résultats de l'investissement public, c'est les résultats des gens qui ont travaillé, pas du tout pour faire de l'argent avec leur start-up, mais pour offrir à la société des biens publics. Donc c'est une forme de fausse conscience de dire ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé la proposition d'Eric d'écrire cet article, parce qu'il ne s'agit pas que de parler de la Silicon Valley, il s'agit de parler en fait du renouvellement de l'idéologie dominante aujourd'hui. C'est-à-dire l'idéologie dominante aujourd'hui, l'idéologie des élites qui gouvernent nos sociétés et qui du coup sert à leur donner un énorme bénéfice, ce sont des idéologies qui sont fortement influencées par ce paradigme-là. Oui, vas-y, je t'en prie. Et aussi dans la réaction aux luttes, aux manifestations, on retrouve cet élan fasciste actuellement, on peut le voir aujourd'hui pleinement. Et c'est pour ça qu'on peut faire le parallèle aussi avec la Silicon Valley et le cas de Elon Musk, puisqu'on a vu au départ une politique plutôt libérale, cool, geek, nerd. Et puis là, on retrouve cette apparence trompeuse qui flirte avec l'extrême droite et qui développe des idées fascistes, finalement. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. En grande partie, on va dire. C'est bon, ça marche là? Ok. Vous êtes professeur à l'université Paul Sabatier. Donc ici à Toulouse, est-ce que vous pensez que les milieux universitaires sont imprégnés de ces idées, justement? Alors merci pour cette question qui va me fâcher avec mes collègues. Je pense que oui, il y a une partie. Par exemple, la Toulouse School of Economics, donc la grande école qui vient d'être fabriquée en grande partie avec de l'argent public d'ailleurs, pas loin d'ici, est une école. Alors, je ne vais pas généraliser pour pas fâcher tout le monde, mais quand même, je pense qu'à la base de cette approche, on va dire, de l'économie, donc cette microéconomie d'inspiration libérale, est fortement influencée par cette idéologie-là. Parce que, évidemment, c'est toujours intéressant pour nos collègues qui sont, par exemple, dans l'ingénierie, de penser l'innovation, de penser les nouvelles technologies, comment partant aussi souvent d'une bonne intention. Le problème, c'est que souvent, il me semble, il y a un manque de pensée politique sur les conséquences que ce type d'approche peut avoir. Par exemple, typiquement, le financement de la recherche par projet, qui est le mode de financement dominant aujourd'hui dans l'université, fait que quand les décideurs, on vient d'en parler, hein, on sait qui c'est, font des appels à projets, forcément, ces appels à projets sont orientés. Donc, pour pouvoir avoir de l'argent pour poursuivre les recherches, il faut que vous moulez dans leur moule, quoi. Il faut que vous leur proposez. Donc, ça va être, il faut faire des startups, il faut pousser nos étudiants à être des entrepreneurs, et surtout pas des fonctionnaires qui font rien et qui sont des paresseux, etc. Donc, il y a dans les têtes un travail idéologique qui effectivement porte ses fruits. Et c'est difficile d'y résister, parce que si vous résistez, vous pouvez devenir un petit peu marginal dans ce monde-là. Oui, la réponse est oui, à votre question très gênante. Tu développes dans l'article un concept qui me semble extrêmement intéressant, celui de l'altruisme effectif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est pas moi qui le développe, c'est un concept philosophique et donc qui date maintenant du début des années 90, qui est développé dans le monde anglo-saxon. Donc il part d'une idée qui consiste à dire que finalement la philanthropie classique est quelque chose qui est inefficace, parce que quand on est philanthrope, quand on va donner de l'argent à une ONG ou quand on va faire un travail associatif, etc., finalement, il y a une part d'égoïsme là-dedans, c'est-à-dire ça nous permet de se donner bonne conscience
et on ne règle pas les problèmes les plus importants. Donc, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Donc, plutôt que de faire des actions à court terme comme ça qui sont finalement inefficaces, il faut prendre en compte la big picture, c'est-à-dire l'évolution de l'humanité à un horizon de milliers d'années, et donc préparer cette évolution de l'humanité à des milliers d'années, c'est-à-dire préparer le départ dans l'espace, préparer la fusion de l'homme et de la machine, et ainsi de suite. Et donc, du coup, il vaut mieux créer une start-up et produire une technologie qui va permettre aux humains de s'échapper sur Mars, plutôt que de travailler dans une association d'aide aux classes laborieuses. Voilà. Donc, ça donne, si vous voulez, un vernis philosophique assez sophistiqué d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas les philosophes qui parlent de ça. Bon, je résume un petit peu là, de manière un peu vulgaire. C'est des gens qui sont très intelligents, mais ils offrent des outils, si vous voulez, qui permettent aux Elon Musk et aux Jeff Bezos de ce monde de dire bon bah ok, mais du coup moi j'ai pas envie de payer trop d'impôts, parce que par contre je vais investir tout mon fric à envoyer des engins en Mars, parce que ça va servir à l'humanité à plus long terme. Donc c'est ce type-là d'approche philosophique qui permet finalement de légitimer l'ordre dominant en quelque sorte. Hein. C'est cela. Peut-être aussi pour prolonger la question de tout à l'heure sur comment ça se transfère en France, comment ça se traduit en tous les cas en France. Est-ce qu'il y a quand même une nouveauté dans l'idéologie des patrons français qui jusque-là effectivement se disaient bon, on fait du business as usual, et puis basta, on s'occupe pas trop d'idéologie, on laisse la politique. Sauf qu'il y a quand même eu ces dernières années un vrai basculement, notamment à travers la figure de Bolloré, qui lui assume totalement le fait d'une prise idéologique très très forte. D'ailleurs, il a même mis une marionnette qui a quand même fait 12%, me semble-t-il, si je me souviens bien, aux dernières 8. Il me semble, non ? C'était 8, bon. C'est déjà trop. Mais en tous les cas, voilà. Donc, et puis, il a la main mise sur les médias, sur les maisons d'édition. Est-ce que là aussi, on va vers un basculement idéologique des patrons français Bon, ça, c'est une question qui dépasse un petit peu le cadre de cet article. Je pense que ça, c'est mon appréciation personnelle, sans avoir un avis peut-être plus informé que vous. Hein, mais je pense qu'on est dans une période de durcissement. Et dans cette période de durcissement, on a une sorte de polarisation très forte entre, d'un côté, les élites et d'autre côté, ceux qui n'en font pas partie. Et finalement, on a une sorte de fusion, on le voit aujourd'hui en France, entre la classe politique supérieure, celle qui gère les affaires du pays, et cet entrepreneuriat très puissant. Donc de ce point de vue-là, ce rôle politique, il est de plus en plus visible. Alors ce rôle politique, il a toujours existé, hein, même je veux dire, si on prend le 19e siècle, le comité des forges contrôlait les principaux journaux en France. Donc il était déjà là. Mais là, ce qui change, c'est que ces gens-là contrôlent les moyens de communication et n'hésitent pas à se mettre en scène et à se mettre en avant. Donc quelque part, ils assument de manière cynique, donc je reviens sur cette question-là, le fait d'assumer leur pouvoir sans même essayer de sauvegarder les apparences. Donc peut-être que là, il y a une forme de radicalisation qu'il faut surveiller, parce que c'est quand même un phénomène dangereux, puisque la classe politique, elle est censée quand même servir les citoyens et pas fusionner avec la classe des super riches comme on peut l'observer aujourd'hui. Je vais donner la parole à Hamza pour aller du côté des alternatives. Bonsoir. Face à ce constat, quelles sont les solutions et dans quelle mesure les États peuvent intervenir pour empêcher les dérives? Alors oui, question très intéressante. Effectivement, on peut observer un tournant depuis, je dirais, les années 2006, 2016, 2017,
puisque pendant 20 ans, les États, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, ont refusé de réguler ces acteurs-là. Donc on leur a laissé le champ libre, ce qui leur a permis d'installer ces oligopoles et de prendre tout ce pouvoir. À partir de 2016-2017, il y a un tournant qui portait plus sur la régulation des contenus, sur lesquels ils avaient aussi la main libre, parce qu'il y a eu des attentats, notamment en France, etc. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, les terroristes, par exemple, ils utilisaient ces moyens de communication pour faire de la propagande. Donc l'État a commencé à s'intéresser, l'État français, mais aussi dans d'autres pays, et a commencé à se dire, bon, bah, peut-être qu'il faut qu'on regarde un petit peu ce qui se passe sur YouTube, sur Twitter, etc., et mettre des règles. L'Union européenne aussi a bougé. Alors pendant très longtemps, l'Union européenne était complètement passive, donc ça a permis à ces acteurs de mettre en œuvre des pratiques anticoncurrentielles flagrantes, sans beaucoup de soucis pour eux. Bon, aujourd'hui, on a effectivement une situation qui change. L'Union européenne a émis un certain nombre de règlements, donc notamment le Digital Markets Act et le Digital Services Act, qui portent à la fois sur les pratiques anticoncurrentielles, mais aussi sur les pratiques de contrôle du contenu, comme par exemple sur les dispositifs de modération. On essaie de mettre un certain nombre de règles, à la fois pour mieux disons, encadrer la modération, dans le sens où empêcher un certain nombre des discours très problématiques à circuler, mais aussi à essayer de sauvegarder la liberté d'expression, parce qu'on a, par exemple, aussi beaucoup de censure abusive sur ces plateformes. Donc, par exemple, alors je ne vais pas parler de l'extrême droite parce que ça, c'est tout à fait justifié, mais par exemple, dans l'extrême gauche, on a beaucoup des sites, des comptes qui sont souvent censurés sans qu'on sache exactement pourquoi. Donc, il y a un tournant de la régulation qui est important et qui, du coup, ça a commencé en Europe et ça impacte aussi d'autres pays. Puisque aux États-Unis aussi, il y a un débat très important. Alors, la situation elle est un peu absurde, puisque aujourd'hui, on se retrouve avec l'extrême droite qui défend la liberté. Donc, vous avez, puisque ces plateformes ont censuré, par exemple, Donald Trump et des comptes d'extrême droite, l'extrême droite défend une forme de liberté. Bon, mais c'est une liberté hypocrite. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vous disent, bah, il ne faut pas interdire des propos sur Internet tant que la justice n'a pas tranché. Bon. C'est sur le principe, on est tous d'accord, hein, c'est la loi qui doit prévaloir. Sauf que quand vous avez plusieurs milliards de personnes qui parlent en même temps sur Internet et qui publient des trucs, jamais on aura un juge qui va juger sur chaque cas, hein. Donc, en fait, cet argument qui consiste à dire c'est la loi qui prévaut, c'est un argument qui finalement, en réalité, ça veut dire bah, on laisse faire. Et quand on laisse faire, on sait à qui ça profite. Ça profite à ceux qui ont des objectifs politiques et qui sont porteurs d'une idéologie de haine. Alors, le problème après la régulation des États, parce que vous avez parlé spécifiquement des États, c'est que les États sont gérés par des gouvernements. Donc, est-ce qu'on ferait confiance, par exemple, pour être encore dans l'actualité, à Emmanuel Macron, à Elisabeth Borne, pour réguler l'Internet et les réseaux sociaux? Bah, je ne sais pas, je vous pose la question. Personnellement, je connais ma réponse. Donc, le problème avec une régulation au niveau des États et des gouvernements, c'est que les gouvernements, en fait, ils sont pris dans les enjeux politiques. Donc, ils ont leurs propres intérêts à défendre. Donc, il faut trouver des types de régulation qui dépassent ces limites-là. Alors, comment faire? L'échelle de l'Union européenne, malgré toutes les critiques qu'on peut lui porter, c'est une échelle qui peut dépasser, parce que quand on décide à l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, à l'échelle de l'Union européenne, bah, on ne va pas imposer des règles qui servent l'intérêt d'un gouvernement spécifique. Donc c'est une échelle qui est plus intéressante de ce point de vue. Mais surtout, moi je pense qu'il faudrait impliquer dans la régulation des acteurs différents, la société civile par exemple, des associations, les universitaires, et que ce ne soit pas juste les gouvernements qui légifèrent. Donc on a vu par exemple en France la loi contre les fake news qui n'a jamais été appliquée, la loi Avia qui était une loi qui portait en elle les germes d'une censure forte. Donc c'est pas quand on a un groupe parlementaire ou un gouvernement qui légifère tout seul sur ce genre de questions, à mon sens, c'est compliqué de trouver le juste milieu. Donc il faudrait impliquer la société là-dedans. Alors après, comment faire? Il y a différents exemples. Par exemple, un exemple réussi, je pense, c'est celui de Wikipédia. Wikipédia, elle est gérée par ses utilisateurs. Vous avez tout un tas de processus démocratiques qui parfois deviennent bureaucratiques, mais ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui gèrent la régulation. Donc voilà, il faut trouver peut-être des solutions de ce type qui seraient des solutions mixtes. Justement, je passe la parole à Yasmine qui a une question à ce sujet.
Est-ce qu'il existe, ou en tout cas, est-ce qu'il a déjà existé une Silicon Valley alternative? Alors, non, pas de Silicon Valley alternative dans le sens où Silicon Valley, c'est quand même un lieu spécifique, c'est un petit territoire finalement où on a une concentration de toutes ces entreprises-là. Par contre, il existe oui, des solutions alternatives, des technologies alternatives, des pratiques alternatives qui sont alors de différentes natures. Alors, je parlais de Wikipédia. Wikipédia, par exemple, c'est une fondation, donc elle n'a pas d'objectif commercial. C'est la même chose pour une messagerie que je vous conseille fortement qui est Signal. Donc plutôt que d'utiliser WhatsApp, on peut utiliser Signal qui n'a pas d'objectif de rentabilité. Donc il n'y a pas de motivation pour exploiter nos données personnelles. Il existe plein de technologies libres, de logiciels libres qui sont de nature alternative. Et puis il existe des usages aussi alternatifs. Alors je vais dire, les gens ne sont pas complètement sans défense. Je pense que parmi vous, par exemple ici, il y a beaucoup de gens qui utilisent des bloqueurs de publicité. Bon, ça, on le fait de manière un peu instinctive, on ne sait pas trop, mais du coup, ça nous permet de se donner une petite autonomie. C'est-à-dire qu'il il faut pas attendre que quelqu'un nous propose des solutions et il ne faut pas imaginer non plus qu'on est tous des moutons passifs qui se font exploiter par Bolloré ou par les GAFAM. Chacun d'entre nous cherche à trouver des moyens d'autonomie. Le problème, c'est le rapport au collectif. C'est-à-dire que quand on fait ça de manière individuelle, bah, ce n'est pas efficace. Et on tombe sur des pièges. Par exemple, je parlais de bloqueurs de publicité. Le plus populaire d'entre eux, qui est AdBlocker, est une entreprise commerciale qui vend les données à Google. Donc, et nous, on essaie de trouver des solutions, chacun de son côté. Donc, il vaut mieux essayer d'élaborer des solutions collectives ou des réponses collectives plutôt que chacun cherche sa solution dans un marché voilà, qui peut être problématique. D'où la nécessité effectivement de développer des communs comme Wikipédia qui est sans doute le plus connu de tous, mais il y en a d'autres. En parlant de régulation des États de l'Europe, il y a aussi la question de la régulation fiscale qui me semble importante et qui peut là pour le coup être efficace, non ? Bah, efficace, je ne sais pas, parce qu'il y a un dumping fiscal quand même assez énorme au sein de l'Union européenne et puis il y a des problèmes politiques. Je rappelle que Jean-Claude Juncker, qui était l'ancien président de la Commission européenne, était l'ancien Premier ministre du Luxembourg, qui a fait le deal avec Amazon pour qu'Amazon paye 0 impôt dans son pays. Et donc, il était censé, lui, mettre en place la harmonisation fiscale européenne. C'est ça qui me fait dire que des fois, bon, ça m'arrive de parler comme ça dans des réunions ou dans des discussions du numérique. Donc c'est très bien, hein, c'est un objet en soi qui a son propre intérêt, mais je ne pense pas qu'on peut séparer le numérique du reste. C'est-à-dire que sans une solution politique plus globale sur l'avenir de nos sociétés, avec une solution qui pourrait apporter de la justice, qui pourrait apporter de la démocratie, davantage en tout cas qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait régler le problème numérique tout en restant dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc, et donc la compétition fiscale à l'intérieur de l'Union européenne, elle est encore présente. Il y a des petits progrès qui se font, mais voilà, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la France, hein, je vous rappelle qu'en France, on a plusieurs paradis fiscaux, dont Monaco. Donc voilà, donc ça existe encore aujourd'hui et ça n'a pas beaucoup changé. Et dans le cadre de l'idéologie dominante actuelle, je ne vois pas trop comment ça pourrait changer. Merci. On va passer Merci à Nikos. Hein, c'est passionnant. On a abordé plein de sujets. Il y a peut-être des sujets que les uns et les autres veulent approfondir. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? Alors en général, on passe directement à la deuxième question parce que la première est toujours plus compliquée à poser. Allô ? Oui, c'est bon. Qui veut prendre la parole ? Mathieu. Ben vas-y Mathieu. À Nikos, est-ce que d'après toi, la technologie peut sauver l'humanité ? Non. C'est réglé comme ça. Non, c'est l'humanité qui peut sauver l'humanité éventuellement. Je sais pas s'il faut que je développe, mais si tu veux. Bah non, justement, ça c'est l'argument de l'autre camp.
Donc la technologie, elle n'existe pas dans un vide social ou politique. Elle est toujours, c'est toujours les résultats d'un processus social, d'un processus politique. Et donc si on ne change pas ça, on ne peut pas changer la technologie. Donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Non, ça ne va pas être possible. On ne va pas sauver l'humanité, on ne va pas arrêter les changements climatiques en appuyant sur des boutons ou sur des applications. Ça ne va pas se faire comme ça. Oui, une question là. Est-ce que vous voyez aujourd'hui quand même d'autres utopies à la manière d'Internet dans les années 90 ou même avant, des utopies un peu technologiques, au-delà peut-être des solutions libres qui existent est-ce qu'il reste quand même une utopie qui pourrait émerger et peut-être Je dirais pas des utopies, non, j'en vois pas des utopies pour être direct à votre réponse. Par contre, je vois des appropriations des technologies existantes qui sont très intéressantes. Le mouvement contre les retraites doit beaucoup, je pense, à ces technologies. Il faut faire la part des choses, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des usages prescrits qui sont des usages. Alors, quel est l'utilisateur idéal pour Mark Zuckerberg? C'est quelqu'un qui passe sa journée à regarder des pubs, à cliquer sur des produits et à parler de ce qu'il veut acheter. Mais on ne fait pas ça, nous. Donc, on ne fait pas ça, heureusement. Les Gilets jaunes, quand ça a commencé, c'était sur Facebook, ce n'était pas prévu. Donc, il y a des modalités d'appropriation. Après, le problème, c'est le contrôle capitalistique de ces entreprises et de ces technologies. Donc, je ne vois pas des utopies alternatives, mais je vois des appropriations politiquement intéressantes de ces technologies qui peuvent le pousser, en tout cas qui peuvent donner lieu à des projets émancipatoires, comme des outils. D'autres remarques ou d'autres questions? Peut-être une toute petite question sur le monde culturel qui est loin d'être à la traîne par rapport aux autres utilisateurs. YouTube, Facebook sont deux outils parmi d'autres mobilisés fortement par tout le milieu culturel, artistique. La plupart des artistes ont leur page ou leurs vidéos sur ces espaces-là. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une alternative ou une prise de conscience pour que le monde culturel, qui est supposé quand même nous aider à réfléchir et à avancer, puisse opposer une forme de résistance ou de vision différente en tout cas de la circulation en tout cas des œuvres et des idées. Je sais pas. Enfin, je m'interroge justement sur la responsabilité collective et aussi en particulier du monde culturel. Alors, merci pour cette question. Je pense que ces outils sont déjà... Les outils numériques sont formidables pour la diffusion et la production culturelle. Encore une fois, le problème, ce n'est pas les outils ou leurs fonctions, c'est qui contrôle d'un point de vue capitalistique et politique. Le problème avec ces technologies, si vous voulez, c'est qu'elles font l'objet d'une logique qui s'appelle la logique des réseaux. C'est-à-dire que finalement, si on les utilise, c'est parce qu'on trouve beaucoup de gens dedans. Donc tous les projets un peu alternatifs qui consistent à dire on va créer une plateforme de distribution alternative, etc., ils sont très intéressants et très bienvenus, mais ils ne permettent pas de toucher la totalité du public, la masse du public. Donc je pense qu'il faut travailler sur les deux plans en même temps. L'un n'est pas exclusif de l'autre. C'est-à-dire, c'est évidemment intéressant de créer des alternatives, de créer des outils qui sont peut-être expérimentaux aussi, qui donnent lieu à des formes différentes, mais il faut aussi toujours se battre pour la démocratisation des outils existants. Et il existe par exemple des propositions aujourd'hui dans l'espace public d'une certaine forme de service public. C'est-à-dire qu'on peut considérer que YouTube aujourd'hui c'est un service public, puisqu'il est gratuit, il est utilisé par tout le monde, et c'est le moyen principal. Par exemple, j'ai pas mal de copains qui sont musiciens, et qui ne vont pas mettre leurs vidéoclips sur Facebook. Alors quand je leur demande pourquoi ils font pas ça, ils me disent si on le met sur Facebook, il y aura 2 vues sur Facebook qui ne seront pas comptabilisées sur YouTube. Et donc on va avoir le maximum de vues sur YouTube, parce que la première chose qu'on voit sur YouTube, c'est combien des gens ils l'ont vu, et donc est-ce que ça marche ou pas. Donc on a des logiques comme ça qui sont internalisées aujourd'hui par le monde culturel, et c'est très difficile de les changer. Donc il faut peut-être travailler sur la piste de la régulation, la piste de peut-être du changement de contrôle de ces entreprises, en même temps que sur la création des alternatives. Mais ça reste quand même une réponse très générale, j'en ai conscience, mais j'en ai pas de meilleure. Non, mais, oui. Et
une fois qu'on a partagé tous ces constats, qu'est-ce qu'on pourrait envisager, quelles sont les solutions vraiment envisageables et à notre portée pour répondre à ces problématiques-là, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient technologiques, je ne sais pas, mais voilà, quelles solutions on a pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus, une vision plus positive aussi. Je pense que déjà, le fait qu'on soit là, par exemple, qu'on parle de ce genre de choses, et on n'est pas les seuls, hein, ce sont des questions qui sont maintenant sur le tapis, qui sont discutées là. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'ai sorti ce bouquin, la question de est-ce que Google est gentil ou pas, c'était pas vraiment une vraie question. C'était pas une question qui s'est posée beaucoup dans l'espace public. Donc, je pense qu'il y a déjà une prise de conscience. La première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième étape, c'est la réflexion sur les propres usages et ses propres pratiques. Est-ce que je suis obligé de faire ça? Est-ce que je suis obligé d'avoir un smartphone? Est-ce que je suis obligé d'utiliser Gmail? Est-ce que je ne peux pas faire sans ou est-ce que je ne peux pas faire autrement? Donc ça, c'est à l'échelle individuelle. Et puis, je pense que l'échelle importante, c'est l'échelle collective, c'est-à-dire comment on s'organise pour changer le monde, en fait. Parce que, bon, je reviens un peu, là, je commence à me répéter, je le sens, c'est que je reviens encore sur le cadre politique plus général. On ne peut pas dire, je veux changer le monde numérique ou les outils numériques en laissant un monde tel qu'il est aujourd'hui, avec une retraite à 64 ans, avec des profits records pour le CAC 40, avec des injustices, des inégalités qui se creusent. Donc voilà, c'est une réflexion politique et une action politique qu'on doit avoir. Mais bon, c'est un peu la même question quand on pose la question, par exemple, comment on fait pour faire face à la crise écologique, c'est les mêmes types de réponses qu'on va avoir. Donc finalement, tout ça, c'est rejoignent. Voilà. Ou alors, je ne sais pas, est-ce que... Ouais, on va conclure, comme ça on va te libérer complètement, Nikos. En tous les cas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous pour l'invitation et pour cette discussion très intéressante. Mais c'est grâce à toi. Merci Terra Nova encore une fois, merci TV Bruit, merci les membres du LIGE, hein, c'est bien ça. Et merci à vous, bonne soirée à tout le monde. Et achetez vos livres en librairie. Sinon, je faisais le son avant,